Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui on ouvre un deuxième chapitre dans la section sceptique rationaliste et folklore et nous allons nous intéresser au folklore ufologique parce qu'il y a l'ufologie mais il y a le folklore ufologique qui a existé et qui existe encore et qui est extrêmement persistant au travers de certains médias comme l'internet, la télévision, les chaînes de diffusion, etc. Donc on va s'intéresser au folklore ufologique en deux parties. C'est-à-dire que là, pour cette première partie, vous allez voir tout simplement les premiers éléments de ce qu'on appelle la lunatic fringe, donc tout ce qui est courant extrémiste, contacté, etc. de l'ufologie, et qui peut persister d'ailleurs, même encore dans certains courants. Et la deuxième partie sera consacrée au courant actuel de l'ère moderne, c'est-à-dire de l'ère numérique moderne, où vous allez voir en fait qu'il y a en fait du folklore encore extrêmement persistant, et nous présenterons forcément des médias, etc., proposant en fait tout simplement du folklore ufologique. Et ensuite, nous irons à la fin faire un petit décryptage de tout ça, et puis voir en fait comment ça alimente en fait ce qu'on appelle le système des croyances. Le système des croyances, par exemple, sur Internet. On l'a vu par exemple avec les récentes informations sur les fausses momies ou l'exemple avec le Skywalker Ranch, donc etc. On va voir en fait qu'il y a un phénomène de croyance et puis bien sûr une création virtuelle qui est mise dans la réalité et qui en fait du moins renforce l'intérêt préalable, si vous voulez, de ces croyants ou de ceux qui veulent y croire. Voilà. Donc on va commencer au départ par quelque chose de tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'au point de vue historique. Donc on va s'arrêter en fait au premier contacté américain, et ensuite on passera aussi à un aspect français aussi des contactés, parce que forcément on a eu des grands contactés français, mais on va s'arrêter aussi sur un cas. Donc là il s'agit de la photo de George Adamski. Alors George Adamski, c'était en fait quelqu'un qui prétendait, c'est un astronome amateur qui n'avait pas fait que ça d'ailleurs, et qui prétendait avoir rencontré en novembre 1952 un Vénusien du nom d'Orton. Voilà. Donc c'était près du désert Santa en Californie. Et cette rencontre et celle qui suivirent, parce qu'en fait, il eut, George Adamski, il eut en fait plusieurs rencontres, forcément, et lui inspirèrent des livres. Voilà. Donc, il y a eu donc plusieurs livres qui ont énormément eu de succès en Occident. Alors étonnamment, les livres ont eu plus de succès, ont eu beaucoup de succès aux États-Unis, mais ont eu aussi un certain succès en Europe. Et donc on a eu donc Flying Saucer Eve Landed. Alors c'est est coécrit avec l'écrivain anglais Desmond Leslie. C'était en 1953. D'ailleurs on était à un an avant la vague belge. La vague belge. Désolé, la vague de 1954 en France. Donc voilà. Alors, Flying Saucer of London, c'est les soucoupes volantes ont atterri. Alors c'est vrai que c'était tout un programme. Là, voici par exemple l'édition originale, hein, qui est toujours en vente. D'ailleurs, qu'on peut toujours trouver. Alors attention, à un certain prix, mais on peut toujours la trouver. Voilà. Donc voilà comment que ça se présentait, cette jaquette. Donc il y avait le fameux cigare qui était là, le fameux cigare, parce qu'en fait il avait photographié le cigare, et ensuite il photographia bien sûr la soucoupe de près. Alors j'ai l'ouvrage, chez moi j'ai l'ouvrage euh, en version j'ai lu, livre rouge, et je n'ai pas bien sûr l'original. Alors donc, ce sera donc les soucoupes volantes ont atterri, donc en 1953. Après Inside the Space Ships, à l'intérieur du vaisseau de l'espace. Donc en fait, il édite, il sort un deuxième livre parce que bon, a vu qu'il y a du succès, donc il va sortir un deuxième livre. Il va surfer sur le succès en expliquant en fait son voyage à l'intérieur des vaisseaux de l'espace. Et puis, bien sûr, Flying Saucer Farewell en 1961.
où en fait les contactés commencent à perdre du crédit. En fait, si vous voulez, ils commencent à perdre du crédit. Et, donc, il écrira l'Adieu Soucoupe volante en 1961, mais bien sûr, ça sera en fait l'Adieu aux Soucoupes en 1985 pour une réédition. Donc voilà pour ces 3 ouvrages de Georges Adamski. Alors Georges Adamski, c'est vraiment celui qu'on parle à chaque fois qu'on parle de contacter, etc., de Vénusien. C'est vrai que ça, Georges Adamski a vraiment marqué et marque encore l'ufologie contemporaine au travers du folklore. Et il a toujours marqué, en fait, Georges Adamski a toujours marqué, et marquera toujours, je pense, l'ufologie, même s'il fait partie du passé. Mais c'était un personnage assez étonnant. Personnellement, moi j'ai lu le premier livre, hein, j'ai pas lu les autres parce que je les ai pas, mais le premier livre est vraiment passionnant. Si vous l'avez, vous pouvez toujours le lire. Alors, bien sûr, faut prendre forcément des pincettes, hein, des contactés, etc. Faut prendre vraiment des pincettes. Il faut se mettre des garde-fous, mais c'était vraiment amusant. C'est à la fois sur le côté amusant et puis sur l'aspect folklore, sociologie, création des croyances, de la venue d'extraterrestres, rencontrant des personnes et puis faisant la morale sur l'écologie, sur les armes nucléaires, des choses comme ça. Donc on trouve en fait énormément de facettes en fait qui en fait très anthropocentrique en fin de compte, donc de l'inquiétude, hein, de l'homme sur cette terre. Et voilà, donc c'était un fait intéressant. Alors un deuxième, on va s'arrêter à un deuxième contacté. Alors il s'agit d'Howard Menger, qui avait écrit des ouvrages aussi sur la question. D'ailleurs, on va voir aussi Howard Menger en vidéo là tout à l'heure. Et alors Howard Menger, c'est pareil, c'était un grand contacté américain. Alors, il affirmait avoir rencontré des extraterrestres tout le long de sa vie. Alors lui, c'était différent. C'est-à-dire que vous aviez Georges Adamski qui avait fait donc des rencontres comme ça étalées, hein, voilà. Et donc, c'est-à-dire que le Vénusien revenait de temps en temps, hors ton. Et Howard Menger, là, c'était différent. Lui, c'était un contact permanent. Donc, tout au long de sa vie, rencontre qui ont fait l'objet de livres, forcément qu'il a écrit. Et donc, son célèbre livre, c'est From Outer Space to You. Voilà. Et The Height Incident de Pont de Menger, qui s'est fait connaître en tant que contacté, bien sûr charismatique, détaillant ses conversations avec ce qu'il a appelé les frères de l'espace. Alors les frères de l'espace, c'était comme Georges Adamski, c'était des Vénusiens. Voilà, des Vénusiens amicaux. Toujours avec ce message de paix, très écologique, anti-nucléaire, etc. Donc on retrouve en fait dans la narration de Howard Menger exactement la narration de Georges Adamski. Et lui, il ira plus loin parce qu'il sera en fait en contact permanent. Alors Warmenger, c'est vraiment quelqu'un pareil d'assez incroyable parmi en fait les pseudo-contactés. Donc dans sa vie, Menger a déclaré dans plusieurs documentaires qu'il pensait avoir mal compris les extraterrestres et leur origine. En fait, à un moment, il est revenu un peu sur ce qu'il avait dit au départ lors des premières conférences à Giant Rock dans les années 50. Il a déclaré que les extraterrestres ne vivaient pas sur Vénus, et qu'ils avaient des bases sur Vénus. Non, d'accord. Ou passaient ou exploraient la planète. Menger a également écrit sur cette position plus récente sur l'origine des gens de l'espace dans un de ses livres ultérieurs. Donc c'est vrai qu'il était quand même assez prolifique. Howard Menger. Et donc là, si on regarde tout de suite. Donc, Mes amis, les hommes de l'espace, c'est en fait le livre que j'ai. Alors ça, c'est la version française qui est quand même assez rare de trouver cette version française parce qu'habituellement, on la trouve en version américaine. Mais elle avait été traduite par Dervy. Je l'ai à peu près, là, vous voyez la jaquette sur un site. Mais je l'ai exactement dans le même état, en fait. Tout simplement, mon livre est exactement dans le même état. Alors, je l'ai mis sous plastique pour vraiment le protéger. Et donc c'est quand même assez intéressant d'un point de vue en fait de l'époque des contactés.
Et en fait, il y a un récit de contact avec des équipages de soucoupes volantes illustrés de 30 photos originales. Alors à l'intérieur, vous avez des photos de la Lune. En fait, Howard Menger a été sur la Lune, hein, forcément. Et donc, il avait été sur la Lune, d'après lui, et donc il avait pris des photos de la Lune, des bases sur la Lune, etc. Bon, j'ai l'ouvrage à la maison, et d'ailleurs j'aurai l'occasion de vous le présenter, parce que forcément je vais vous présenter ma bibliothèque. Apparemment, il semblerait que j'ai une bibliothèque, donc vous allez voir prochainement ma véritable bibliothèque, et puis nous allons faire une visite assez sympathique au travers des ouvrages de l'ufologie, qui ont parsemé en fait l'histoire de l'ufologie. Donc voilà, alors j'avais trouvé ce bouquin, je ne sais plus où je l'avais trouvé, mais c'est une pièce de collection parmi en fait ufologie contemporaine. Voilà, donc c'est les contactés. Alors on va regarder tout de suite Howard Menger, hein, vraiment personnage absolument étonnant. Like a vision, just disappeared, and I went back home. I didn't talk about it for weeks, Voilà. not even to my brother, who often went up in the woods with me. We saw discs in the sky, my brother and I, during that period, that same period. And as time went on, Alors, il avait some of aussi the things that she construit un had plan de predicted vaisseau, were coming hein, true. je me souviens. They Alors, continued from the girl on the rock Howard right on Menger, up to j'avais un, the very j'ai un significant documentaire. one. Alors j'ai un documentaire que vous ne pouvez pas trouver sur internet. Malheureusement, j'ai essayé de faire des recherches, c'était totalement impossible de le trouver. Mais je l'ai dans mes archives. Malheureusement, je l'ai pas en version numérique, j'ai en version VHS, mais je vais essayer de de le convertir en version numérique avec du matériel. Donc, ce documentaire, ça s'appelle Les extraterrestres sont parmi nous. Ça parle en fait des contactés. Ça parle en fait d'histoires des contactés, et on voit en fait des interviews de George Adamski, de Howard Menger, de Fry, de Van Tassel. On voit aussi toute la période des années fin 80, des contactés des années 1980, début 90. Enfin, c'est super, mais c'est vraiment, ce documentaire, d'un point de vue du folklore, de l'analyse du folklore en ufologie, c'est une base de données absolument énorme, parce que vous avez vraiment tous les contactés, tout ce qui a été dit sur la question, etc. Et donc je l'ai voilà dans mes archives, mais il faudrait vraiment là que je le convertisse en numérique si c'est possible, et vous faire partager, parce que là vous allez voir, vous allez être gâtés quoi sur cette question. Voilà pour Howard Menger. Donc voilà, alors on va continuer avec un personnage haut en couleur. Alors après on reviendra bien sûr sur l'époque de Giant Rock des années 50. Et il s'agit de George Van Tassel. Alors George Van Tassel, c'est un personnage pareil, un contacté, qui était ingénieur, hein, et écrivain. Donc, alors il prétendait être en contact avec des extraterrestres, et il a construit donc ce qu'on appelle l'intégraton. Alors c'est un bâtiment en forme de dôme élaboré suivant des plans transmis, selon ses dires, lors de rencontres télépathiques et physiques avec des extraterrestres. Alors au fil des ans, les célébrités prétendant avoir été contactées par des extraterrestres paraissent à ces conventions, donc les fameuses conventions du Giant Rock. Et il y a une petite anecdote à propos de ce Giant Rock. C'est que je ne sais pas si vous connaissez la série Taken de Steven Spielberg, la série enlevée, hein, de Steven Spielberg, que je vous conseille d'ailleurs de regarder, c'est très intéressant. Vous avez en fait dans le premier épisode, dans le deuxième épisode, des éléments relatifs à Giant Rock et aux contactés, en fait, tout simplement. Et vous avez dedans Spielberg, la manière dont il a traité la question, elle est très intéressante, parce que lorsque on voit un agent du renseignement militaire, etc., puisqu'ils avaient été en fait témoins, enfin des gens avaient été témoins d'un crash, en particulier le crash de Roswell. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, l'agent du renseignement il dit oui, non, mais laissez les contacter parler aux gens de cette manière. De toute façon, nous, ça nous arrange. Comme ça, ça nous permet de nous occuper de notre affaire. Alors, on se demande quelque part si les contactés n'ont pas été un biais direct ou indirect pour les agences de renseignement, pour qu'ils puissent s'occuper en fait
des véritables observations et que les gens puissent un peu se concentrer sur ces gens qui racontaient avoir été en contact avec les extraterrestres. C'est-à-dire qu'ils auraient servi en fait comme agents des informateurs, indirects ou indirects, même s'il y a sur Van Tassel des soupçons qu'il aurait été lié plus ou moins à des agences de renseignement. De toute façon, ça servait, et Spielberg l'a bien compris d'ailleurs, puisque on le voit bien, je crois que c'est le premier épisode ou le deuxième, on voit bien qu'en fait ça arrange bien les affaires des militaires, que les gens achètent en fait des livres et se concentrent uniquement sur ces fameuses conférences à Giant Rock dans les années 50. Donc voilà, alors George Van Tassel, c'était comme ça un des premiers à faire des conventions. Alors que George Adamski avait justement boycotté ces conventions à Giant Rock. Il a donné une conférence de 35 minutes et a été interviewé par Ruppelt à l'époque de Blue Book. Donc cela semble-t-il le seul lieu de la convention à laquelle Adamski ait jamais assisté. Van Tassel a fondé une organisation de recherche en métaphysique ensuite. Ça s'appelait The Ministry of Universal Wisdom and the College of Universal Wisdom, pour mettre en forme les révélations spirituelles qu'il recevait désormais régulièrement des peuples de l'espace. En fait, il était un peu comme Howard Menger, il avait en fait des contacts télépathiques à distance avec les extraterrestres. Donc, et il est quand même à l'origine, en fait, il considérait que Giant Rock était un lieu où en fait les extraterrestres pouvaient communiquer. Donc, Giant Rock, on va voir un petit peu aussi un article sur Giant Rock. Ça va vous permettre en fait de voir en fait la naissance, si vous voulez, le lieu, la naissance des premières conférences avec les contactés. C'est très intéressant d'un point de vue historique. On va regarder tout de suite Van Tassel. Là, il parle des extraterrestres. Giant Rock. Voilà, on voit les conventions, voilà, les ventes de livres. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc les gens croyaient à ça, et ce qui est marrant, c'est que c'est intéressant parce que ça arrangeait bien les agences de renseignement à l'époque, alors qu'il y avait de véritables observations. Donc il était peut-être préférable que les gens puissent s'intéresser à ces espèces de prophètes contactés. Donc les gens étaient sûrs. Alors voilà, donc Van Tassel, vraiment personnage en couleur. Alors là, on va s'arrêter, sur un article de Libération qui concerne en fait Landers, les fous du faux. Alors voici Giant Rock. En fait, Giant Rock, là, on le voit sur une image moderne, voilà. Donc voilà, donc il y avait en fait les conférences là sur ce lieu, donc il y avait dans les années 50. Et ça permettait en fait à chacun. En fait, ce qui était assez marrant, alors dans le documentaire que j'ai d'ailleurs, on les voit en fait, ils prenaient en fait, ils avaient en fait 1 heure pour passer, à chaque fois 1 heure différente de passer dans la journée. Donc en fait, chaque contacté passait à peu près l'un après l'autre. Donc il y en a un qui disait moi j'étais contacté par Vénusiens, l'autre par des Martiens, l'autre qui est en contact télépathique avec des êtres invisibles, etc. Alors c'était vraiment intéressant de voir ça. Et puis ça permettait de voir en fait toute la création des systèmes de croyances en ufologie, parce que forcément il y a l'ufologie, il y a les faits, mais aussi les systèmes de croyances malheureusement. Et ça on ne pourra rien y faire. On pourra, comme on le voit encore aujourd'hui avec les fameuses momies, on ne pourra jamais empêcher les gens de croire. Et croire c'est aussi bien, voilà, c'est aussi bien. L'important c'est pas de sombrer, si vous voulez, dans des choses plus dangereuses, si vous voulez, comme les sectes ou des choses comme ça. Ouais, moi ça me dérange pas. Mais effectivement. Voici donc Giant Rock, alors qu'il y a un haut lieu, alors qu'il reste un haut lieu, l'ufologie quand même aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis vous avez ce qu'on appelle, donc comme je disais tout à l'heure, la Lunatic Fringe. Donc en fait c'est une espèce de groupement un peu extrémiste de l'ufologie. Là c'est des activistes, mais qui pensent qu'en fait tout simplement on est véritablement en contact en fait direct avec des extraterrestres. Donc, le désert californien n'est plus si désert accessible au dépaysement. À 3 heures de Los Angeles, un village comme Joshua Tree finit par ressembler le week-end au dernier quartier branché de Los Angeles, à Silver Lake.
Voilà, au bord de sa route principale, Rich Road, le slogan Beautiful Sky, My Earth My, des cieux magnifiques et des kilomètres de sourire, etc. Alors, un vortex magnétique. La vie ufologique de Landers commence au pied du rocher, de la taille d'un immeuble de 7 étages. Paraît-il plus gros d'un seul tonneau au monde. Logiquement nommé Giant Rock, on accède à cette sorte de météorite de granit posé au pied du Spice Mountain sur un océan vide sablonneux après 15 minutes d'une piste très bosselée. En 2000, un tiers du rocher s'est détaché. Voilà. Donc le lieu devient mythique grâce à l'ancien pilote d'essai et ingénieur aéronautique George Van Tassel. On en parlait tout de suite. Il y déménage avec sa femme et ses 3 filles en 1947 après avoir rendu nombreuses visites à son étrange ami Frank Kreutzer, un radioamateur et ermite soupçonné d'espionnage. Ce qui s'était creusé un 2 pièces sous le rocher. Il est mort dans un raid policier douteux en 1942. Van Tassel y établit un aérodrome où ses amis aviateurs, comme l'excentrique Howard Hughes, viennent déguster des tartes de Maman Van Tassel. Surtout, il lance une série de conférences sur les extraterrestres. Ces séances de méditation sous les rochers placés sur un vortex magnétique lui ont déjà permis d'entrer en contact avec des visiteurs intergalactiques qui lui ont communiqué les plans d'une machine capable de régénérer les cellules humaines. C'était fantastique ça quand même. Ce qui est sympa de leur part. C'est vrai. Ces Space Convention vont connaître un énorme succès. Et ça, c'est vrai. Hein, on le voit dans le documentaire que j'ai là. C'est absolument énorme. Alors, on peut retrouver des images sur Internet du Giant Truck. Si vous cherchez bien, vous faites de bonnes recherches assez fines. Vous allez trouver en fait des images des années 50 de Giant Truck et puis des conférences. Donc, Van Tassel ainsi que toutes sortes de conférenciers y harangueront des foules, ce que je disais tout à l'heure, un par un, des foules de dizaines de milliers de fidèles, et c'est pas des bêtises. Hein. Depuis une petite estrade à Mi-Rocher jusqu'en 77, leur but, financer la machine à rajeunir que l'ingénieur a déjà commencé à construire à 3 km de là, le fameux Intégratron. Donc, briefé par les bienveillants Space Architects, alors ils s'appelaient comme ça, hein, les architectes de l'espace. Van Tassel construira de 57 jusqu'à sa mort un dôme de bois de 12 mètres de haut. Une espèce de corolle mobile capable de capter l'électricité statique de l'air. L'Intégratron. Pour Van Tassel, le corps humain est un appareil électrique. L'ingénieur voit la vieillesse comme une simple usure de batterie. Ça, c'est ce qu'on voit au MIT, par exemple. Mais c'est ce qui est vrai d'un point de vue scientifique, parce que au MIT, on voit en fait le corps pour éviter les travaux en fait sur l'anti-vieillissement. Il voit en fait le corps comme une machine électrique. Il suffit de recharger. Le candidat au rajeunissement n'aurait plus qu'à entrer dans l'Intégratron, se laisser agréablement irriguer par 50 000 volts d'électricité statique. Ça, je suis pas sûr qu'après on en sort indemne. Et en ressortir comme un sous-neuf. Hélas, Van Tassel meurt d'une crise cardiaque en 78 alors que sa machine est à 90% terminée avant d'avoir pu tester sa fontaine de jouvence électromagnétique. Sans aucun plan écrit, l'Intégratron reste en l'état. Alors voici l'Intégratron à visiter là-bas. Assez intéressant. Donc, si vous allez en vacances aux États-Unis, n'hésitez pas bien sûr à passer par là, ça va être assez sympathique. En plus, vous serez quand même sur un lieu mythique, hein, un lieu mythique là où sont passés quand même les grands contactés américains. Voilà. Alors, troisième étape de ce parcours, hors des voies lactées, Kelsey Désert n'a pas directement à voir avec l'activité ufologique de Tassel. Il s'agit plutôt d'un seul endroit où dormir qui soit raccord avec le sujet. On a en fait pas mal de choses, voilà, que décrit l'article. C'est assez marrant. Moi, je me suis bien amusé à lire l'article, voilà, sur Giant Rock. Et sur les fous du faux, voilà ce qu'on appelle les fous du faux. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec nous, hein, qui en fait sommes plutôt des pragmatiques, des gens qui prennent beaucoup de recul avec la chose, et puis qui parlent en fait de faits observationnels et non de théories, de phénomènes connexes, etc. Mais c'est intéressant parce que ça fait partie de l'ufologie contemporaine, voilà, tout simplement. Donc faut pas passer à côté. Voilà pour ce petit aspect. Alors on va maintenant passer à un Français. Alors j'aurais pu en fait présenter plusieurs Français contactés parce qu'il existait plusieurs Français. Alors
On va quand même s'intéresser à un Français, puisque j'ai le livre dans ma bibliothèque, bah oui, bien sûr. C'est celui qui a écrit, Jean Miguer, J'ai été cobaye des extraterrestres, aux éditions Thomasur. Alors j'ai le livre, hein, j'ai celui-là, voilà, que vous voyez. On aura l'occasion d'ailleurs de le voir dans ma bibliothèque en vidéo. Donc, alors, Jean Miguer, ça c'est sur le site RRO, hein. Miguer est né en 40, il exerce divers métiers, mécanicien, moto, postier, chef de train et RATP, enfin ambulancier à son propre compte, donc il avait fait sa société. En 1969, il est victime, dans des circonstances bizarres, d'un terrible accident de la route reconnu par 3 fois cliniquement décédé. Dès son admission au milieu hospitalier, puis au cours de 18 interventions qu'il doit subir, tout de même, hein, sa guérison est qualifiée de miraculeuse par le corps médical. Miguer affirme lui avoir été survolé par une soucoupe volante, puis régénéré, décidément il régénère les humains, hein, et redimensionné par un être de l'espace qui serait matérialisé à ses côtés. Juste après le choc, il fait diverses interviews et conférences, forcément. Et forcément, il va publier un ouvrage, parce que forcément, chaque contacté fait des conférences et publie un ouvrage, il faut le savoir. Puis un autre déclarant que tous les tests scientifiques auxquels il a accepté de se soumettre, y compris sous hypnose, n'ont pu affirmer ses dires. Dans son troisième ouvrage, alors moi j'ai que le premier, hein, Miguer dévoile le message de Strobe, une entité extraterrestre incarnée en lui située au plus haut sommet hiérarchique au sein de la Confédération intergalactique. Ça va loin, cette histoire. La révélation faite sur l'aventure de Jean Miguer prétend constituer le premier livre écrit par un extraterrestre en mission sur notre planète. Les présages ou prophéties qui sont annoncés pour la décennie 1987-1996 prétendent dépasser celles de Nostradamus. Il prétend que certaines prédictions sont déjà en cours de réalisation. Préfacé par un archevêque exorciste officiel, il meurt cependant en 92 avant l'arrivée d'extraterrestres en masse prédite en 1996. Malheureusement pour Jean Miguer, les extraterrestres sont pas venus. Pas de peau. Donc, alors, c'est vrai que c'est un personnage assez passionnant. Et d'ailleurs, forcément, il a été les ufologues. Il y a une partie des ufologues qui ont quand même rejeté, si vous voulez, enfin une partie des ufologues rejetait justement cet aspect-là. Et il y en a d'autres qui sont intéressés plutôt à son cas, dans le sens où il aurait pu être manipulé effectivement par un phénomène qu'il aurait observé lui-même, et que le phénomène, en reprenant par exemple les théories de Jean Sider, et le phénomène en fait se serait joué de lui tout simplement, et il se serait fait manipuler par quelque chose, une sorte d'altérité de A à Z. Alors c'est vrai que c'est des théories un peu comme ça qui sont parues, mais néanmoins, Jean Miguer fait partie, qu'on veut ou non, du folklore ufologique. En plus, il fait partie de toute cette vague de contactés des années 70, parce qu'en fait, on a été en retard en matière de contactés, on a été très en retard vis-à-vis des Américains. Ça a commencé dans les années 50 aux États-Unis, et en fait, c'est arrivé vraiment 20 ans après, dans les années 70, où en fait il y a eu les premiers contactés, les canulars, comme le canular de Sergi Pontoise, donc etc., de Luc Fontaine. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Néanmoins, c'est vrai que nous, véritablement, il va y avoir le côté. Alors, pareil, on est quand même aussi sur des messages avec Jean Miguer. On est quand même sur des messages là, des messages assez d'ordre écologique, etc. On retrouve quand même la même narration, hein, à chaque fois les contactés, hein. Ah, les extraterrestres nous veulent du bien, ils vont nous sauver, etc. Donc on retrouve tout ça. Voilà. Mais ça reste intéressant. D'ailleurs, le livre est intéressant. Vraiment, un livre est passionnant, hein. Moi, j'aime bien les. Bon, même voilà, si ça ne tient pas, mais le livre est passionnant. Ça fait partie de l'histoire de l'ufologie, hein, que le veuille ou non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, on va s'intéresser là pour cette première partie, donc en ce qui concerne en fait les contactés, le Giant Rock, tout ce qui est folklore autour de cela. Et encore, j'aurais pu parler de bien d'autres choses, mais bon, après, voilà, il aurait fallu faire 4 heures de mini-conférence vidéo comme ça. Nous allons parler bien sûr d'un certain Jimmy Guilleux, bien sûr. Alors, qui ne connaît pas Jimmy Guilleux? Alors, Jimmy Guilleux, il divise dans le milieu ufologique, parce qu'il y en a qui se sont référés à Jimmy Guilleux, qui se réfèrent toujours à Jimmy Guilleux. Alors, il s'agit quand même d'ufologues qui commencent à prendre de l'âge, hein, ceux qui se réfèrent toujours à Jimmy Guilleux, qui considèrent qu'il était sérieux, etc.
Mais effectivement, Jimmy Guilleux, alors ce qu'on lui doit à Jimmy Guilleux, parce qu'on lui a quand même des choses, on lui a des choses positives, on lui a des choses négatives. Parce que vous allez voir, il a quand même théorisé, il a théorisé le complot en France, sous les écrits de John Lear et Cooper. Donc deux Américains, et donc Jimmy Guilleux fut quand même, et ça il faut lui rendre hommage, fut un des premiers enquêteurs de l'ufologie en France, un des premiers ufologues. Et donc malheureusement Jimmy Guilleux était aussi un auteur de science-fiction, et malheureusement entre ufologie et science-fiction des fois c'est très, des fois il y a très peu de liens, très peu de murs entre deux. Malheureusement il avait un peu trop d'imagination vis-à-vis de ses ouvrages. Alors, Jimmy Guilleux est véritablement quelqu'un qui a marqué, qui a marqué obligatoirement l'ufologie. Alors on lui doit bien sûr, donc les soucoupes volantes viennent d'un autre monde. Alors là j'étais sur Jean Miguel, désolé. Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde. Donc son premier ouvrage. Alors étonnamment c'est un ouvrage de 1954. Et ce qui est intéressant, c'est que il sort son ouvrage au même moment de la vague. Étonnamment, bizarrement, étrangement. Étonnamment, mais au même moment de la vague, il sort son livre. Alors, je pense qu'il a voulu. Est-ce que quelque part, il a voulu surfer un peu sur la vague en sortant un livre et en ayant un certain succès? Alors, le livre a eu un certain succès. Il est sorti aux éditions Fleuve Noir à l'époque, qui est un grand éditeur. Ensuite, il a sorti Blackout sur les soucoupes volantes, qui a eu aussi un gros succès en 1956. Le livre du paranormal, voilà. Donc après, en fait, il sortira d'autres choses, mais en fait, ça sera un romancier. Donc, il va écrire beaucoup de romans. Il va arrêter un peu l'ufologie, même s'il va continuer à en parler, tout ça dans les années 70, 60, 70. Mais il va arrêter en fait un peu l'ufologie pour se consacrer véritablement aux romans policiers, aux romans de science-fiction. Et bien sûr, il y a eu Contact OVNI Sergi Pontoise, donc je parlais justement du canular avec Franck Fontaine et pas Luc Fontaine, aux éditions du Rocher, que j'ai d'ailleurs, j'ai l'édition de 1980. Et puis Le Monde étrange des contactés aux éditions Bellefin, donc qui sortira plutôt Nos maîtres les extraterrestres en 1992. Et puis bien sûr Terre, la civilisation fout le camp en 1998. Alors ça c'était après son passage à Ciel-Montmardi. Donc il avait même écrit une lettre à De Chavannes comme quoi il était très en colère, voilà, donc dans la manière dont on l'avait traité. Alors ce qu'on lui doit à Jimmy Guilleux, et il faut le souligner, donc ce sont bien sûr les premières enquêtes, mais on lui doit autre chose quand même d'assez négatif. Et là, beaucoup d'ufologues, de chercheurs, d'historiens d'ufologie sont entièrement d'accord avec ça. On lui doit malheureusement les théories de la conspiration, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a commencé dans les années 80. Là, c'est ce qu'on voit, c'est juste la source Wikipédia, mais elle n'est pas tout à fait complète. C'est-à-dire que moi, j'ai une autre partie de cette source-là. Donc en 80, il cofonde avec Roger Luc Marie, d'autres personnes, Association Institut Mondial des Sciences Avancées. Donc à cette époque, Jimmy Guilleux se rapproche de l'ufologie américaine, de Milton William Cooper et de John Lear. Sauf que le problème, c'est qu'il va populariser justement le contact extraterrestre et les gouvernements secrets. Et le problème, c'est qu'il va populariser la théorie complotiste venant des États-Unis. Donc c'est à partir des années 80 qu'il va se décrédibiliser, en fait, du premier en fait enquêteur qui était tout à fait en fait sérieux, qui faisait des enquêtes sur le terrain. Même si certaines de ces enquêtes, il était quand même un petit peu au niveau imagination assez prolifique, on peut quand même souligner que il a quand même popularisé tout ce qui est on nous cache tout, on nous dit rien en ufologie, malheureusement. Et il va notamment reprendre la thématique conspirationniste, notamment dans les ouvrages OVNI et B, l'invasion a commencé, Nous mettre les extraterrestres, et enfin le manuscrit inabouti de Terre, civilisation fout le camp. Il anime une chronique sur RMC, quand même, tout de même, dans 11 minutes.
Il publie deux gros romans vérité, donc EB Alerte Rouge et EB2 l'entité noire. Et parallèlement, Guilleux est invité régulièrement sur l'antenne de radio ici et maintenant. Ça, on a déjà parlé. Aborde le phénomène des ovnis, des civilisations extraterrestres, en particulier la race des gris et des petits gris. Et c'est lui qui va populariser en France. Euh, D'ailleurs, on le voit là considéré pour beaucoup d'ufologues et scientifiques comme partisan de la théorie du complot. Il évoque la commission trilatérale, le groupe Bilderberg, le Council Foreign Relations dans les vidéos. Alors, il va faire toute une série de vidéos avec les Illuminati, etc., les gouvernements secrets. Donc, on voit véritablement que là, il trempe en fait complètement dans la lunatic fringe. Et malheureusement, c'est à partir de là que l'ufologie va sombrer en fait. Une partie de l'ufologie en fait va se radicaliser et va sombrer en fait dans toutes les théories du complot impossibles, inimaginables, même encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, Internet, la web ufologie, Internet en particulier, et une partie de l'Internet est dans la théorie du complot. Hein. Moi, j'écoute beaucoup de choses, je lis beaucoup de réactions parce que d'un point de vue sociologique, c'est intéressant. Et effectivement, on a aussi Jimmy Guilleux qui a été quand même à l'origine de cela. Et ça, on lui en a tenu rigueur, et beaucoup d'ailleurs lui en tiennent rigueur. J'écoutais encore des interventions des années 90 sur les radios le concernant, enfin des gens le parlant de lui. On sait que Jimmy Guilleux était en fin de compte quand même quelqu'un d'un peu trop imaginatif et puis un peu trop parano sur les bords. Hein. Donc, mais le problème, c'est qu'il a été aussi manipulé un peu par Cooper et John Lear. Donc les écrivains proches de la Lunatic Fringe aux États-Unis et des mouvements extrémistes. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il a commencé un petit peu à partir dans ses vidéos. Si vous écoutez ses vidéos, ça va quand même très loin. Donc ça n'a pas arrangé les affaires de l'ufologie, et donc on pourra effectivement dire que Jimmy Guilleux, le problème de Jimmy Guilleux, c'est quand même, il est à l'origine quand même d'une partie des certains ufologues qui ont passé de l'autre côté quand même. Hein. Il a quand même poussé à la sociologie, à l'étude de sociopsychologie du phénomène ovni en fin de compte, et en étant le premier enquêteur, c'est lui quelque part et qui a dû plus ou moins influencer direct ou indirectement les études en sociopsychologie sur la question dans les années 80. Et puis c'est peut-être bien à cause de ça que Michel Monnery, etc., sont ensuite passés de l'autre côté, hein, on va dire entre guillemets de l'autre camp. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait que du bien. Voilà, l'ufologie, ça, là c'est clair. Voilà, donc on va écouter un petit peu Jimmy Guilleux. De double concentré de tomates. Voilà. Qui est passé derrière Jean-Claude, derrière Olivier Sanguy qui est en train de nous filmer, qui a roulé sous le meuble. Mais ça fait beaucoup de choses. Hein. Celle-ci s'était matérialisée au-dessus de la sacoche de mon appareil photographique. Ça nous a fait rire tout à l'heure parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces boîtes de tomates? Il n'en est pas moins vrai qu'elles se sont matérialisées, comme se sont matérialisées des centaines et des centaines d'objets que Jean-Claude Pontel et ses camarades ont vu voltiger ou se matérialiser à leurs pieds. C'était peut-être simplement le témoignage la preuve qu'on est observé, tout simplement. Oui. Sous contrôle. Voilà, on est sous contrôle. Alors ces phénomènes à effet physique atteignent une telle intensité qu'ils ne sont plus dissimulables. Et un camarade, Jean-Claude Pontel, Jacques Varnier, avait suivi mes émissions à la radio à l'époque, Les Carrefours de l'étrange, et je lui ai dit, tu sais, il faut contacter Jimmy Guilleux. C'est ce qu'il a fait. J'ai donc rencontré ces jeunes gens, je me suis aperçu rapidement de leur honnêteté intellectuelle, de leur sincérité, de leur état de bouleversement, parce que ça leur tombait sur la figure comme quelque chose de totalement inattendu. Alors j'aurais dit, écoutez, moi j'aimerais voir, non pas que je ne vous crois pas, mais je voudrais essayer de comprendre avec vous. J'ai assisté, nous avons organisé non pas des séances de... Alors voilà, donc voilà pour Jimmy Guilleux. Alors c'est quelqu'un quand même qui avait un peu il avait un ego quand même assez fort. C'est vrai qu'il faut l'avouer que Jimmy Guilleux avait ce côté comme ça. Moi je sais la vérité, hein, voilà. Donc
Bon, voilà, il avait beaucoup d'imagination, Jimmy Guilleux, hein. En même temps, il était écrivain, romancier, de science-fiction, roman policier noir, et il a même écrit des romans érotiques. Voilà, donc pour le personnage. Mais en tout cas, il reste forcément, Jimmy Guilleux reste un personnage absolument incontournable de l'ufologie française, même s'il n'a pas fait que du bien. Il reste dans l'ufologie contemporaine. C'est quelqu'un qui est vraiment passionnant quand même à écouter. Enfin, je veux dire, voilà, il faut écouter, mais il faut prendre franchement tout prendre avec du recul, hein. Je vous le conseille parce que là, sinon, vous allez mal finir. Mais effectivement, il faut écouter toute cette partie de l'ufologie contemporaine. Si vous vous intéressez à l'ufologie, il ne il ne faut pas forcément que s'intéresser à l'observation elle-même, il faut s'intéresser aussi à l'histoire. Si vous êtes vraiment y intéressé, plongez-vous dans ces histoires et vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Donc, et puis ça permet aussi d'appréhender l'ufologie sous l'angle plus sociologique, en fait, sous l'angle plus analytique, donc l'angle plus humain en fin de compte. Et ça permet aussi de bien faire, d'étudier comme ça toute cette partie-là. Ça permet de faire la différence entre le fait et puis les choses qui sont construites, en fait, tout simplement, par l'imagination, la croyance, le canular, etc., etc. Donc voilà pour cette première partie. On va passer donc à la deuxième partie dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Allez, ciao, bye.